reprenons nos travaux en entendant M. Konstantinos Tomaras, chef adjoint de l'unité libre circulation des professions de la direction services au sein de la direction générale marché intérieur et services de la Commission européenne. Monsieur, nous vous remercions très sincèrement de vous être rendu disponible et de vous être déplacé dans des délais aussi brefs pour les besoins de la mission. Nous sommes heureux de pouvoir vous entendre car à plusieurs reprises au cours de nos travaux, les enjeux européens ayant notamment trait aux principes de libre établissement et de libre prestation de services ont été évoqués. Nous avons souhaité recueillir votre point de vue car nous nous interrogeons sur la conformité des dispositifs nationaux qui encadrent l'accès aux professions juridiques réglementées ainsi que leurs conditions d'installation et d'exercice au regard des directives services et qualifications professionnelles ainsi qu'au regard des règles européennes en matière de concurrence. Je souhaiterais particulièrement connaître votre analyse des conséquences de l'arrêt rendu le 24 mai 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne, qui a jugé que les activités notariales telles qu'elles sont définies en l'état actuel de l'ordre juridique français ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique et que la condition de nationalité jadis requise par la réglementation française pour l'accès à la profession de notaire constituait une discrimination fondée sur la nationalité interdite par les traités. Faut-il en conclure, peut-être un peu rapidement, que le statut d'officier ministériel des notaires, mais peut-être aussi des huissiers, des commissaires-priseurs judiciaires, des avocats au conseil et des greffiers des tribunaux de commerce, n'est pas justifié en l'absence de participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique. Mérite-t-il d'être maintenu, donc ce statut d'officier public ministériel, au motif que les activités de ces professionnels poursuivent des objectifs d'intérêt général qui visent notamment à garantir la légalité et la sécurité juridique des actes conclus entre particuliers et qui permettent donc de justifier d'éventuelles restrictions à la liberté d'établissement. Je vous cède la parole, monsieur, pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes, si vous le voulez bien, qui sera suivi des questions de mon collègue Philippe Houillon, vice-président et co-rapporteur, puis des interventions des membres de la mission, dont Jean-Michel Clément. Je rappelle que cet entretien est ouvert à la presse et que les enregistrements resteront accessibles à la demande pendant quelques mois. Merci Madame la Présidente. Je dois tout d'abord vous remercier, ainsi que votre commission, pour l'opportunité que vous nous donnez de participer à vos discussions et réflexions sur des éventuelles évolutions ou changements aux règles régulant certaines professions réglementées en France. Vos discussions et réflexions sont très importantes et cadrent bien avec l'exercice dit de l'évaluation mutuelle des professions réglementées qui a été adopté par la Commission et les États membres et le Parlement européen lors de la révision de la directive sur les qualifications professionnelles. Un exercice qui est en cours. On a lancé cet exercice en octobre 2013. De quoi s'agit-il et quelle est l'importance pour votre exercice de cet exercice? Le point de départ, c'est que dans les systèmes actuels, la compétence pour réglementer une profession, la compétence pour réserver des activités à une profession, la compétence pour établir le niveau des qualifications nécessaires et pour établir les conditions d'accès reste une compétence nationale. Certes, sous certaines conditions qui découlent du droit communautaire, mais la décision initiale est une décision étatique. En tout état des causes, ces règles nationales reflètent en principe des choix politiques quant aux intérêts généraux à protéger et quant à la méthode de protection. Et quand on regarde la situation en Europe, on voit diverses professions qui sont réglementées dans certains pays et pas dans d'autres. Et même dans les cas où la même profession est réglementée dans plusieurs ou la plupart des États membres, on constate des différences dans les qualifications nécessaires, les conditions d'accès, les activités réservées, etc. Donc, l'expérience en Europe nous montre qu'on est en face de différents modèles. Le but
est le même, de protéger certains intérêts généraux, mais la méthode est différente entre États. Il est pourtant certain que par définition, toute règle qui conditionne l'accès et l'exercice à une profession a des effets restrictifs. Ça, c'est quelque chose qui est là. Et il a des effets restrictifs aussi bien pour les nationaux que pour les professionnels qui viennent d'autres États membres prester des services d'une manière durable ou d'une manière temporaire dans l'État membre en question. Et ces effets ont été soulevés par diverses études et par des expériences que les États membres ont vécues. D'où la nécessité de faire la transparence et de trouver un équilibre entre les intérêts généraux à protéger, donc protéger les clients, les systèmes de justice, des consommateurs, etc., et les conséquences pratiques pour la mobilité, pour l'accès à la profession et la société en général de ces restrictions. Donc c'est une question aussi de transparence et d'équilibre. En d'autres termes, est-ce que ces réglementations sont proportionnées aux intérêts qu'ils visent à protéger et justifiées? C'est ça la question fondamentale. Alors, sur cette base-là, nous avons proposé aux États membres de lancer la procédure d'évaluation mutuelle. Et en fait, on essaye de donner la transparence à ces questions-là et discuter avec les États membres, mais avec la prépondérance des États membres, de voir si les professions qu'ils réglementent et la manière dont ils réglementent sont toujours justifiées, d'actualité. En fait, le but de l'exercice est de discuter entre nous pour en arriver à un système où, si je peux employer un terme britannique, la réglementation en cause est fit for purpose. Donc, c'est ce qu'il faut pour réglementer et protéger les intérêts généraux sans aller trop loin. Donc, cette procédure est en cours et on a divisé, il contient plusieurs choses. Tout d'abord, les États membres sont obligés de notifier à la Commission et de voir sur une base de données qui est accessible au public toutes les professions qu'ils réglementent et avec des informations spécifiques sur leur réglementation. Puis, il faut que les États membres répondent sur une série de questions pour voir comment ils réglementent et ils doivent aussi donner des justifications de leur réglementation. Pourquoi ils considèrent que la réglementation en place répond aux critères essentiels, donc quels sont les intérêts à protéger et si ces règles sont proportionnées à leur intention. Par la suite, on va discuter avec les États membres et les États membres entre eux. Et à la fin de la procédure, les États membres feront un action plan, comme on dit en anglais, sur les choses qu'ils doivent faire pour corriger les choses qu'ils devront faire. Alors, dans ces contextes, vos travaux sont essentiels, parce qu'en fait, c'est tout ce que l'exercice de mutual evaluation, l'évaluation mutuelle, vous le faites déjà. Donc, vous avez des études, vous discutez sur l'intérêt à protéger, sur les effets sur la société et les professions et les autres parties concernées, et à la fin, de faire une révision éventuelle de vos réglementations. Donc, en fait, pour nous, si je peux me permettre, c'est comme un modèle de l'exercice. Et je pourrais dire que certains États membres devraient s'inspirer de votre méthode et votre action sur comment faire cet exercice chez eux. Donc ça, c'est une première partie de notre action qui est l'évaluation mutuelle. De l'autre côté, comme vous le savez bien, les règles communautaires comportent certaines directives qui ont un effet direct sur ces questions-là, la directive service, la directive qualification professionnelle
il y a les 2 directives qui concernent la profession des avocats, qu'il ne faut pas oublier, et aussi le traité de Rome qui est toujours d'actualité. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail de toutes ces règles parce que ce n'est pas le moment ou l'endroit de le faire, mais on constate que toujours l'approche communautaire était de mettre en place un système qui est proportionnel et justifié. Donc quand on voit par exemple les règles de la directive service sur l'autorisation à l'accès à des professions, le mot-clé pour la justification et la proportionnalité sont là. Donc c'est une demande constante et quelque chose que le législateur national doit toujours suivre et faire l'évaluation au cas pour cas. Il y a aussi, comme vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, la jurisprudence de la Cour de justice qui est très importante. Elle est très importante parce qu'il y a une multitude des professions dans l'Union et leur réglementation pose certaines restrictions. Certaines d'elles sont plus importantes que d'autres. Et là, le traité reconnaît le fait que parfois il faut dévier des règles essentielles, des règles communautaires. Par exemple, dans les professions qui sont les activités des professions qui sont liées à l'exercice de l'autorité publique. Et là, nous avons une jurisprudence très importante de la Cour de justice qui rappelle quelque chose qui est fondamental. Tout d'abord, que c'est une notion communautaire, donc il faut l'interpréter au niveau communautaire, et que, comme toute exception, il faut être traduit d'une manière très stricte. Et il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant, c'est la distinction que la Cour fait entre l'exercice d'autorité publique et les objectifs d'intérêt général, qui ne sont pas la même chose. Donc le fait qu'une profession poursuit des objectifs d'intérêt général ne dit pas qu'il est dans l'exercice des activités publiques. Donc cette distinction est fondamentale pour l'action nationale, mais pour nous aussi. Donc, on m'avait posé la question, comment est-ce qu'aussi nous considérons qu'on pourrait transposer presque automatiquement cette jurisprudence qui concernait essentiellement le notaire sur d'autres professions. Alors, c'est un exercice assez délicat. Et si vous regardez bien les jugements de la Cour de justice, et non pas commission contre France, mais aussi contre la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, etc., la Grèce, il y a plusieurs arrêts, la Cour examine les activités une par une. Et sa décision est après avoir revu toutes ces activités et avoir conclu qu'aucune d'elles n'est pas liée à l'exercice de l'autorité publique. Ça, c'est très important. Donc, pour répondre un peu à votre question, il faut faire l'exercice activité par activité. C'est un exercice difficile, délicat, mais il faut être fait. En fait, les critères fondamentaux, si je peux me permettre, est le imperium. La Cour suit. C'est le fait que la personne qui exerce décide ou tranche un litige. Ça, c'est fondamental. C'est les points 76 et 98 de l'arrêt contre la France. Et il faut préciser, et je l'ai bien dit, qu'il faille tenir compte des spécificités de toutes les professions autres les notaires, qu'on l'a fait la Cour pour les notaires. Donc, l'examen, les critères sont là, et il faut revoir toute cette réglementation. Je termine en disant que je serai prête à répondre à vos questions. Nous croyons que les systèmes que nous avons en place communautaires, c'est un système flexible, en ce sens qu'il reconnaît aux États membres la possibilité de réglementer des professions,
de choisir les méthodes basées sur leur expérience, leur tradition, etc., il y a des limites importantes. Mais ce qui est devenu maintenant une conscience, c'est qu'il faudrait revoir et actualiser, si je peux me permettre l'expression, périodiquement ces réglementations pour les mettre à jour et voir si toujours ils sont d'actualité. Parce qu'on constate maintenant avec l'exercice d'évaluation mutuelle que certaines réglementations datent des siècles précédents, où les conditions étaient différentes, les marchés étaient différents, les clients étaient différents, les systèmes étaient différents. Alors il faut se poser la question, est-ce que ce seront toujours la réalité les mêmes réglementations? Ou si on peut être un peu euh, aller un peu plus loin, parfois il faut se poser la question, si on recommençait aujourd'hui, si on ferait la même chose. Avec ça, je clôture mon intervention et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, monsieur, pour ces propos extrêmement clairs et sur lesquels je pense que nous allons avoir des questions tout aussi intéressantes. Je passe la parole à monsieur Philippe Houillon, député et vice-président de la mission, co-rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Oui, moi, je vous rejoins assez sur la façon d'aborder les choses, c'est-à-dire que vous avez dit il faut regarder au cas par cas, c'est-à-dire profession par profession. Je ne sais pas si on a le temps de le faire, je ne sais pas si vous avez les réponses, mais enfin, je vais quand même tenter la question en vous demandant si le statut d'officier public et ministériel vous paraît compatible avec le droit de l'Union européenne et en déclinant au moins sur les principales professions que nous étudions, c'est-à-dire les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires. Voilà. Et une deuxième question qui va un peu avec, c'est de savoir si le droit de présentation qui est attaché à cette fonction d'officier ministériel ou à l'office ministériel vous paraît ou non compatible avec le droit de l'Union. C'est une question assez délicate à répondre parce qu'il y a une distinction à faire entre compatibilité qui sent comme une infraction aux règles communautaires ou la nécessité, ou est-ce que c'est justifié d'avoir un système pareil. Je dois dire que juste ici, on n'a pas le statut d'officier ministériel n'a pas été contesté en tant que tel, ni par la Cour de justice, ni par la Commission européenne. Ça, c'est un fait. De là à dire que dans tout état des causes, il ne crée pas de problème, ça serait aller trop loin. Mais aussi, c'est que je vous ai dit au départ, c'est assez délicat de dire si c'est contraire au droit communautaire. Je répète que pour l'évaluation, cette évaluation, il faut faire le cas par cas. Et on ne l'a pas fait pour ces professions-là. Mais je reviens parce qu'on voit que pour l'accès à certaines professions dans certains États membres, il y a des restrictions. Par exemple, si on regarde la directive d'établissement des avocats, on regarde qu'il y a une disposition express qui réserve un peu l'accès à les juridictions, les plus hautes juridictions, à des professionnels spécifiques. Et par exemple, dans le pays où je viens, d'où je viens, la Grèce, pour pouvoir plaider devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, ce n'est pas tous les avocats, mais il faut une certaine expérience. Et il y a une décision du barreau qui vous permet de progresser. Mais le système est beaucoup plus ouvert. On n'a pas le même système qu'en France. Donc, même s'il y a d'autres États membres, il faudrait voir aussi comparer le système allemand, par exemple, le système grec, le système roumain. Il y a des restrictions, mais pas des restrictions aussi fermes avec un numerus clausus, parce que là,
ça devient beaucoup plus compliqué. Mais ça fait partie aussi de l'évaluation mutuelle. Donc de voir ce que les autres États membres font et de voir si oui ou non vous estimez que c'est un système qu'il faut retenir ou modifier, etc. Et on verra à la fin de l'exercice quelle sera la réponse. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous avez des informations à ce sujet-là, si les directives services et qualifications vont être révisées? Alors, j'imagine que oui, compte tenu de votre propos introductif. Et dans l'affirmative, si on peut imaginer que les conditions d'accès à la profession, conditions d'installation, etc., fassent l'objet aussi d'une révision à l'occasion de la révision de ces directives. La directive concernant les qualifications professionnelles a été récemment modifiée. La modification a été, c'est la directive 2013-55 et elle va entrer en vigueur en début de 2016. Donc, je ne crois pas qu'il est dans le programme de la Commission de considérer un changement ou une modification de cette directive. En ce qui concerne la directive service, comme vous le savez bien, nous avons une nouvelle commission et notre commissaire avait récemment dit au Parlement que sa politique serait de veiller à l'implémentation complète de la directive service comme elle est actuellement et elle espère pouvoir présenter une nouvelle stratégie pour le marché intérieur service au milieu de 2015. Qu'est-ce que ça va contenir? C'est trop tôt pour le dire. Mais pour l'instant, on a déjà modifié la directive qualification et pour l'instant, il n'est pas dit qu'on va modifier la directive service, mais attendons de voir quelles seront les propositions du commissaire lors de ces annonces. Je me permets, monsieur le co-rapporteur, vous n'avez peut-être pas répondu à une question que vous aviez posée sur la compatibilité du droit de présentation avec le droit de l'Union. Ce droit de présentation qui consiste, vous le savez, à autoriser le titulaire d'une charge à présenter son successeur à l'autorité administrative. Cette question-là comme telle n'a pas été contestée par la Cour ou la Commission, ça c'est certain. Il faut l'examiner au cas par cas et on n'a pas eu de cas où ça a posé un problème aux professionnels européens qui voudraient accéder à cette profession ayant les qualifications nécessaires requises. Donc on n'a pas eu à gérer des affaires pareilles. Ceci dit, il est vrai, je répète, dans les cadres actuels, c'est une condition d'accès à une profession, une sorte d'autorisation qu'il faut examiner si elle est toujours proportionnée et ne cause pas des problèmes essentiels dans l'accès à la profession, dans le cadre de la directive service, par exemple. Mais je vous répète qu'en tant que tel, ça n'a pas été encore abordé par les instances européennes. Est-ce que vous avez beaucoup d'exemples en Europe d'États dont la réglementation est fondée sur des dispositifs du 19e siècle, du début du 19e? Et je pourrais vous répondre quand l'exercice de l'évaluation mutuelle et la transparence sera finalisé. Mais c'est que je peux vous dire que dans plusieurs États membres, ils ont commencé à réformer leur système, même si leur régime réglementaire ne date pas d'aussi loin dans le passé.
Mais par exemple, en Pologne, en Portugal, en Espagne, ils ont changé leur réglementation. Donc, c'est quelque chose, si je peux me permettre le terme, qui parfois n'est pas perçu d'une manière positive, une modernisation de la réglementation. Et ça, c'est un fait. Donc, même ces États membres estiment qu'il faudrait changer et prévoir quelque chose de différent. Excusez-moi, vous pouvez nous dire dans quel sens ils estiment qu'il faudrait prévoir quelque chose de différent? Par exemple, de faciliter l'accès à la profession ou de revoir un peu la réservation d'activités. Ils constatent de plus en plus, par exemple, dans les cas d'avocats, les technologies nouvelles. Le fait qu'on pourrait recevoir des avis juridiques via des sites web, etc., qui sont établis dans un autre État membre. Donc, il faut voir comment aborder tous ces développements-là. Ça ne dit pas que chaque fois ils changent leur législation, mais quand même ils considèrent si la législation ou la réglementation qu'ils ont en place répond bien aux défis, disons, actuels. Si Jean-Michel Clément veut s'exprimer. Moi, j'avais une dernière question, mais je pense que vous y avez déjà répondu de façon incidente. Mais il n'y a pas de procédure pendante actuellement s'agissant de l'accès à l'accès de certaines professions devant les juridictions de l'Union européenne. Il y a 2 affaires pendantes à la Cour de justice. Une concerne la décision du législateur européen, donc du Conseil et du Parlement, de soustraire la profession des notaires de la directive qualification professionnelle. Et là, il y a une action qui vise l'annulation de cet article qui exclut la profession de notaire. De cette directive, il y a une action en annulation devant la juridiction européenne. Et il y a une autre affaire pendante qui vise l'accès à la profession de référendaire à la Cour de cassation de Belgique et les qualifications nécessaires. Donc ce sont les 2 affaires pendantes. Et il y a une troisième qui concerne la question de la réservation de l'accès à la profession notariale en Lituanie, ma mémoire est bonne, qui est un peu la même chose que les cas qu'on avait eus contre la France, l'Allemagne, etc. Donc ça n'a rien de nouveau. Ce sont les 3 cas que je peux me rappeler. Vous vouliez vous exprimer? Madame la Présidente, monsieur, que vous avez dit l'essentiel. Moi, je voulais juste poursuivre un petit peu sur l'interprétation de l'arrêt de mai 2011 concernant l'application des dispositions de l'article 45 du traité, où il est dit « La condition de nationalité requise par la réglementation de ces États pour l'accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité. » Dont acte, on a bien vu que la question de la nationalité était à écarter. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire, par rapport aux travaux que vous avez engagés en termes d'évaluation, par rapport aux actions que vous venez d'évoquer qui sont pendantes devant la Cour de justice, que ce qui guide, je dirais, les évaluateurs, je dirais, c'est avant tout la liberté d'installation pour l'ensemble des professions dans tous les pays? Ça, c'est un des aspects. Mais toute la discussion ne concerne que l'aspect transfrontalier, mais l'accès à la profession comme telle. Donc, dans un contexte purement national, dans l'évaluation mutuelle, ce n'est pas seulement le transfrontalier, mais le national, qui est très important. Et je cite par exemple le même arrêt, l'attendu quand le paragraphe 87, où la Cour examine un peu certaines restrictions à la profession de notaire, qu'elle considère que
il ne pose pas de problème comme la limitation de leur nombre, compétences territoriales, etc. Mais il conclut à la fin, pour autant, que ces restrictions permettent d'atteindre les 10 objectifs et sont nécessaires à cette fin. Donc déjà, on accepte des restrictions, mais il faut qu'ils soient justifiés, avec des objectifs qu'on veut atteindre, dans la sécurité juridique, la protection du consommateur, etc. Donc déjà, dans cet arrêt-là, c'est essentiel. Parfois, on l'oublie. On se focalise sur la question de nationalité, mais ça, pour nous, c'est essentiel, cet aspect de la Cour. Un rapprochement, enfin, il est envisagé, est en discussion une réflexion sur le rapprochement des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de mandataire judiciaire au sein d'une profession unique de l'exécution. Et est-ce que je peux me permettre de vous demander votre sentiment sur les règles européennes en matière de concurrence, si elles appellent de votre part une réflexion ou un réflexe de prudence à propos de cette proposition? Ma réflexion initiale, c'est que je ne vois pas directement le problème que ça pourrait poser en soi. Parce que le droit de la concurrence, par exemple, ce n'est pas un monopole, ce n'est pas aussi un accord entre entreprises, disons. C'est une organisation professionnelle et chaque firme ou chaque organisation serait en compétition avec les autres, donc ça ne me pose pas de problème. Et ça pourrait être une rationalisation, donc on pourrait avoir, dans le contexte du système français, c'est à vous de voir aussi les effets, mais au lieu d'avoir un client qui doit s'adresser à plusieurs professions, il va s'adresser à une entité qui va gérer tout ceci. Si les règles que vous considérez protégeraient la déontologie, les codes éthiques, etc., les intérêts du client, en principe, c'est une réorganisation qui, en soi, ne poserait pas de problème. Il faudrait voir les détails, mais comme ça. Enfin, je pense qu'à la commission et enfin dans la mission ici, nous avions tous quand même le sentiment que l'avocat en entreprise ne correspondait pas aux dispositions, enfin qui sont les nôtres, notre déontologie, mais aussi aux dispositions européennes. Et l'idée même d'indépendance se heurte au contrat qui lie finalement l'avocat potentiel, hein, entre guillemets, puisqu'il n'existe pas pour le moment, et l'employeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? C'est un sujet très intéressant. Étant avocat moi-même, comme je vous ai dit, de formation, cette distinction est assez importante parce que ce n'est pas seulement en France, mais dans plusieurs États, la question d'un avocat membre au barreau qui serait employé par une entité qui n'est pas gérée par des avocats poserait problème. Ça, c'est certain. Ce n'est pas seulement la France. Il y a d'autres États membres où ça arrive. Il y a, comme vous savez très bien, il y avait des jugements de la Cour de justice là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que la Cour examine la question sous l'angle de ses règles de procédure. Et il la laisse la question au contexte national hors de ces arrêts-là. Donc les arrêts AXO, par exemple, se focalisent sur la présence, la représentation des clients devant la juridiction européenne. Et dans l'arrêt Prezes, par exemple, la Cour dit très clairement, en ce qui concerne la question nationale,
c'est pour les États membres de considérer la question. Je sais aussi qu'une des questions qui est souvent soulevée dans ces contextes, c'est la question du privilège de l'avis de l'avocat vers son client. Et s'il est avocat ou juriste d'entreprise, sur les avis qu'il donne à son entreprise. Et là, on a des systèmes différents aussi d'État membre en État membre. Et on n'a jamais dit que c'est contraire au droit communautaire ou européen plutôt, que cette distinction, que ce privilège ne pourrait pas être étendu sous certaines conditions à voir au système national. Mais il faut quand même garder à l'esprit que, en ce qui concerne l'accès à la Cour de justice européenne, il y aurait des effets. Mais pour le reste, c'est dans l'État membre de voir comment est-ce qu'ils peuvent gérer ces systèmes, s'ils veulent bien procéder. La question est aussi, est-ce qu'il faudrait créer une profession nouvelle, sous quelles conditions ou pas? Et de nouveau, c'est une question aux législateurs nationaux. Dispositif qui prévoit l'impossibilité pour l'avocat d'entreprise de plaider satisferait à l'exigence que vous avez soulevée. Mais avez-vous connaissance d'autres systèmes en Europe dans lesquels la confidentialité finalement des échanges du juriste d'entreprise avec, enfin dans le cadre de son travail, peut être préservée sans avoir recours à la profession d'avocat? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais... Très bien, mais pour le moment, je ne pourrais pas vous donner une réponse claire. Je m'excuse, mais... Qui me vient à l'esprit sur l'organisation de la profession ou des professions, selon les États, qui traitent des difficultés des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire si, en général, pour autant qu'il y ait quelque chose qui ressorte, est-ce qu'en général, on a affaire à un professionnel ou à deux professionnels? Est-ce que ce sont des professionnels spécifiques à la matière ou est-ce qu'ils, par ailleurs, exercent d'autres professions comme avocat ou voilà, si vous pouvez nous dire un peu ce que vous savez là-dessus, si vous voulez bien. Je crois que, de nouveau, c'est une question au niveau national de gérer. Je prends note simplement que dans le règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, il y a l'annexe C sur l'énumération des syndics. Et en France, on a 4, les représentants des créanciers, mandataires liquidateurs, administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution de plans. Ça ne pose pas de problème. Et on a d'autres États membres avec un plus grand nombre de professionnels. Donc, en soi, le fait qu'il y a plus d'une profession, ça ne poserait pas un problème. Et d'ailleurs, dans les cas de ce règlement, c'est déjà prévu. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ou pas? En fait, c'est-à-dire factuellement, est-ce qu'il y a une majorité d'États qui ont un système comparable ou pas? Ce qui est une autre question que celle à laquelle vous répondez, qui consiste à nous dire que c'est un problème national et qu'un peu on fait comme on veut. Mais est-ce qu'il y a une tendance générale sur l'organisation des procédures, enfin des professionnels dans le cadre des procédures d'insolvabilité? C'est une très bonne question et je sais que mes collègues qui sont à la direction générale justice et qui sont responsables pour gérer ce règlement sur l'insolvabilité, ils ont juste lancé une étude comparative
pour examiner des questions de droit substantiel de faillite. Et une partie sont les différences dans les juridictions nationales sur l'organisation des professionnels dans ces contextes. Donc, une étude est déjà lancée, mais on n'a pas encore les résultats. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe pour voir quelles sont justement les tendances, etc. Mais on n'a pas de réponse précise pour l'instant. Mais ça sera quelque chose à l'avenir. Et vous pouvez suivre ceci. Normalement, nos études sont publiées à notre site web et on pourrait vous en informer à temps utile. Pour terminer, pour profiter de votre présence jusqu'au bout, une question un peu plus large, une réflexion sur la situation de monopole dans laquelle se trouvent des professions réglementées. En soi, pourquoi pas, mais l'accès donc aux bénéfices de ce monopole peut se faire soit à la suite d'un examen, ou alors à la suite de... Bon, il me semble que la voie normale, c'est à la suite d'un examen que la nomination dans ce monopole peut intervenir. Est-ce que vous avez en tête l'exemple d'autres voies possibles que cela? Non, pas pour l'instant. L'examen, normalement, est la manière la plus commune, je dirais, pour accéder à une profession comme ça, mais pour l'instant, je n'ai pas d'autres idées. Si vous pouvez nous y répondre, dans le cadre du semestre européen, les États doivent indiquer et s'engager même à réaliser un certain nombre d'efforts de réforme. Est-ce que vous savez si la France, sur la question des professions réglementées, a pris des engagements dans ce cadre-là? Normalement, les propositions sont prises et publiées après discussion avec les États membres. Donc, normalement, c'est quelque chose que les États membres sont au courant, dont ils en ont discuté. Mais dans ces contextes-là, les demandes sont exprimées d'une manière générale. Donc, ils invitent l'État membre de faire le nécessaire. Et il me semble que toute la révision que vous faites sur ces professions-là est justement ce qui est demandé, au moins procéduralement. On verra à la fin quel sera le résultat de cet exercice. Pardonnez-moi, n'est pas vraiment répondre à ma question. Oui. C'est ce qu'on appelle botter en touche. Est-ce qu'il y a pour l'instant des engagements sur cette question des professions réglementées et dans le cadre du semestre européen qui ont été pris par la France ou des directions qui ont été données là maintenant, c'est-à-dire avant que les textes soient pour l'instant aboutis? J'apprécie votre deuxième question qui répond à ma feinte, mais simplement vous m'obligez de vous dire que je n'ai pas cette information-là parce que ce sont des collègues à moi qui s'occupent de ça et je n'ai pas d'informations précises. Voilà. Écoutez, nous vous remercions beaucoup de cette très intéressante audition et nous vous souhaitons un bon retour. Merci beaucoup, madame.